Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes avec... Louisette Koulibaly. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour à tous, moi c'est Louisette Koulibaly, architecte diplômée d'État. Donc j'exerce actuellement en France, en région parisienne, et parallèlement à ça, je suis également présidente d'une association nommée Développement architectural communautaire, qui produit des projets d'architecture durable en Afrique et principalement en Afrique de l'Ouest. On va commencer d'abord par tes aspirations avant le bac. Donc, si tu Ok. pouvais nous dire ce que tu voulais faire avant le bac. Alors moi, avant le bac, j'ai toujours su que je voulais être architecte. Donc Ah, très très tôt, depuis que je suis en sixième, j'ai su que je voulais être architecte. et en fait, ça vient d'où? En fait, je suis arrivée en France quand j'avais 11 ans. Donc, Ok. je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 11 ans. Et quand je suis arrivée ici, vraiment avec mon regard d'enfant, j'ai vu les différences, on va dire, enfin, de l'environnement. Quand je voyais les bâtiments, je voyais la Tour Eiffel, je voyais les musées, je me disais, mais là d'où je viens, je connaissais pas trop ça. Bien sûr, on a la cathédrale, on se trouve, mais je me disais, mais Abidjan, il manque des choses, etc. Donc, en sixième, je me suis dit, ok, plus tard, je vais être architecte, parce que moi aussi, je vais faire des bâtiments dans mon pays d'origine. Et donc, c'est quelque chose que j'ai gardé au fil du temps et je l'ai développé jusqu'à arriver au bac et m'inscrire en école d'architecture. Et entre la sixième et le bac, il n'y a vraiment pas eu un moment où tu as douté, où tu t'es dit, bah finalement, peut-être que je veux plus faire ça. Non. Si, quand même, j'ai un peu douté. Faut savoir que j'ai hésité avec l'ingénieur, enfin, être ingénieur. J'avais des profs au lycée qui voulaient absolument que je sois ingénieur. Donc quand je leur expliquais, oui, je vais être architecte, ils me disaient non, Lisette, fais des études d'ingénieur, ça gagne mieux. Ça, c'est les Mais chouchous des profs à qui on dit ça. vraiment. Mais au final, j'ai quand même gardé ingénieur, pardon, architecte parce que c'est quelque chose que j'avais toujours envie de faire depuis petite. Donc ça m'a pas, enfin, je me voyais pas faire des maths au quotidien, faire quelque chose de très technique. J'aimais beaucoup ce côté quand même assez créatif qu'offrait le métier d'architecte. J'ai Ok. toujours gardé le cap. Et donc, je suppose que puisque tu as grandi en France, tu as fait un système français, mais tu as fait quoi comme série? Alors, j'ai fait un bac S, option Ok. sciences de l'ingénieur. Donc, enfin, avant d'arriver en France, j'avais quand même fait une CM2 dans un système français. Et ensuite, j'ai fait la moitié de ma sixième dans un collège français aussi en Côte d'Ivoire. Et je suis arrivée ici en France, collège, lycée, bac S. Au début, j'étais dans une seconde classique, on va dire, avec la matière SVT. Et comme je savais que plus tard, je voulais être architecte, je me suis dit que l'ingénierie me servirait plus que la SVT dans mon futur métier. Donc, j'ai changé de lycée pour intégrer une école qui proposait justement le bac S, sciences de l'ingénierie. En tout cas, tu savais vraiment ce que enfin, tu voulais faire et les choses étaient assez carrées pour toi. Donc, je pense que c'est plus facile pour toi après le bac de t'orienter puisque bah, enfin, tout est assez clair pour toi. Donc, quel choix tu décides après le bac? Après le bac, quel choix? C'est-à-dire l'école que je veux Oui, faire? Alors, faut savoir qu'en France, en tout cas en Île-de-France, on a des écoles nationales supérieures d'architecture. Donc, c'est pas des universités, c'est vraiment des écoles publiques pour faire de l'architecture. Et sinon, il y a également une école privée, donc l'ESA, l'école spéciale d'architecture. Et j'ai postulé à toutes les écoles à Paris. Il y en a 6. Et également deux autres à Bordeaux et à Nantes. J'ai été prise dans les écoles parisiennes et j'ai choisi en fonction d'une école qui avait pas mal de diversité au niveau des matières. Donc j'ai fait l'ENSA Paris-La Villette. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon choix, surtout en fonction de la diversité qu'offrait l'école. ok. Et est-ce qu'on peut balayer un peu ton parcours vite fait jusqu'au fait que tu arrives à être architecte et tu peux nous parler des années et des diplômes que tu as eu à avoir pour être architecte aujourd'hui? Ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu un bac S sciences de l'ingénieur. J'ai intégré directement après l'école l'ENSA Paris-La Villette. Et donc, j'ai fait ma licence, 3 années. Et ensuite, j'ai eu le master bac plus 5 qui confère le grade de diplôme d'architecte diplômé d'État. Et à la suite de ça, donc cette année, fin d'année 2026, du coup, je compte commencer une sixième année. Donc, qui permet d'avoir l'habilitation à la maîtrise d'œuvre. Donc, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre, en fait, c'est une année qui nous permet de signer nos projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, je suis diplômée d'études, enfin, diplômée d'État, mais je ne peux pas encore signer mes projets, les déposer en mairie, etc. Donc, cette sixième année va me permettre de faire ça et permettre d'apprendre vraiment les responsabilités liées au métier d'architecte au quotidien.
OK. En dehors du parcours classique que toi tu as eu à faire, on va dire que bon, la chance t'a souri. Est-ce qu'il y a un autre, moyen de pouvoir en fait, faire les études d'architecte en France? En France, on va dire vraiment la voie, principale, ça va être, entrer dans une ENSA et sinon quand on n'est pas que dans les écoles publiques, parfois certains, préfèrent s'orienter vers, l'école privée. Il y en a qui décident tout de suite de s'orienter vers l'école privée aussi parce qu'ils offrent un enseignement assez qualitatif aussi avec pas mal d'intervenants. Il y a également des formations qui sont proposées, c'est plutôt pour l'architecture d'intérieur, plutôt que la formation architecte classique. Mais sinon pour vraiment, juste la formation classique d'architecte, c'est plutôt les écoles, publiques. OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi un architecte? Alors un architecte, ça va être, la personne qui va traduire les besoins, d'une personne en plan. Donc, tu vas venir vers moi, me dire: «OK, j'aimerais faire, une maison avec tel nombre de chambres, tel nombre de, salles de bain, séjour, terrasse et cetera» et donc l'architecte va analyser ton besoin, analyser ton programme et le traduire, en plan, le traduire, en bâtiment. Il va analyser les contraintes du site, donc là où ton terrain se situe, analyser, les contraintes réglementaires liées à ton site, toutes les contraintes climatiques également et ensuite il va faire tout ce qui est coordination, au niveau du chantier. Donc avec les différentes entreprises de construction qui viennent, construire, la maison et du coup accompagner jusqu'à la livraison, du projet. Ah, c'est pas les ingénieurs qui étudient, tout ce qui est contraintes, climatiques, du sol, tout ça? Alors les ingénieurs, on consulte les ingénieurs dans nos choix. Donc par exemple, disons que j'ai une maison à construire à Abidjan, je prends ça comme exemple. Si j'ai une maison à construire à Abidjan et que je veux construire en terre, ça va être moi qui décide que je veux construire en terre. Ensuite, je vais aller voir l'ingénieur et lui dire, «Écoutez, voilà, j'aimerais construire en terre. Qu'est-ce que vous me conseillez au niveau de l'épaisseur des murs? Quel type de structure à mettre en plus?» et cetera. Donc le choix premier, ça va être l'archi qui arrive en disant: «Je veux ça» et ensuite on va consulter l'ingénieur pour valider notre choix. Donc l'architecte est la première personne à être appelée en fait sur le chantier? Ça va être la personne qui conçoit vraiment le projet. Donc, OK, c'est lui ensuite qui va gérer, la coordination entre les différentes entreprises de construction, pendant le chantier. OK. Et est-ce que dans l'architecture, il y a différentes branches? Différentes branches, pas vraiment, mais plutôt différentes spécifications dans le sens où, aujourd'hui je suis diplômée, architecte donc pendant les études, on a quand même différents aspects qu'on aborde, différentes, matières. Donc il y en a qui vont avoir plus un attrait pour tout ce qui est urbanisme. Donc ils vont se spécialiser, si je peux dire, dans, l'étude urbaine, d'un quartier, voilà, savoir si à tel endroit on va mettre tel type de programme et cetera. Il y en a qui vont se spécialiser dans le logement. Eux, c'est vraiment, voilà, agence, qui fait que du logement. Il y en a qui vont être plus dans les équipements publics. Mais on sort tous avec un diplôme d'architecte qui nous permet de faire, différents programmes, différentes, échelles et cetera. Donc, sur vos diplômes, c'est pas marqué votre, spécialité? Non. Ah OK. Donc vous êtes plus des architectes. C'est ça. Après ça arrive, il y a des écoles qui proposent des doubles cursus, des doubles diplômes. Donc on a souvent, ça va être, bicursus, architecte-ingénieur ou ingénieur-architecte. Donc quand c'est architecte-ingénieur, tu as la enfin, tu es plus architecte et ensuite en second lieu ingénieur et ingénieur-architecte. D'abord tu as le diplôme d'ingénieur et ensuite, architecte. Et est-ce que c'est important d'avoir ces 2 casquettes ou, en vrai non? Alors moi, personnellement, j'ai pas cette double casquette, mais je la trouve hyper importante. Je la trouve hyper, enrichissante parce que justement tu as, la vision tout à l'heure, je donnais l'exemple, si je veux construire en terre, après je vais voir un ingénieur qui va me valider telle décision. Si tu as la double casquette en soi, tu peux toi-même, heu, prendre ces décisions-là et toi-même analyser, toi-même faire les calculs et cetera. Donc c'est toujours, intéressant. Idem pour l'architecte urbaniste. C'est aussi une spécialisation ou alors il y en a parfois qui terminent leurs études d'architecte et qui ensuite vont faire, des études d'urbanisme, des études d'ingénieur pour compléter le cursus et oui, c'est toujours intéressant parce que même si le métier est assez, il aborde de nombreuses, disciplines comme je disais, ça reste toujours intéressant d'avoir, si je peux dire officiellement, ce truc de double diplôme, double métier, quoi. Et toi, est-ce que pendant ton cursus, tu as eu à te enfin pas spécialiser, mais tu as eu à choisir une certaine branche? Tu as eu un attrait pour une certaine branche? J'ai eu un attrait pour tout ce qui est analyse, urbaine au départ parce que j'ai fait mon projet de fin d'études,
sur un territoire que je connaissais pas du tout, le Bangladesh. Ah. Donc on a fait un voyage d'études au Bangladesh, on a dû analyser un peu les enjeux sociologiques, économiques, politiques, environnementaux qui touchaient au site. Et c'était un projet de fin d'études très axé vraiment la compréhension des enjeux avant d'arriver au projet d'architecture. Et idem pour mon mémoire, j'ai travaillé sur l'impact du commerce informel sur les rues à Abidjan. Donc voilà, ça montre que j'avais quand même cet attrait plutôt pour, pas forcément le bâti en lui-même tout de suite, mais vraiment la compréhension de différents, systèmes qui font ensuite à la fin, le projet. Actuellement, je suis, dans une agence, d'architecture OK. en région parisienne qui fait des projets, vraiment, très variés. Ça peut toucher, des hôpitaux, des aéroports, même une ferme, des data centers, donc c'est assez varié. Et tu occupes quoi comme poste là-bas? Je suis architecte dans une équipe. Donc, il faut savoir que comment est-ce qu'on travaille généralement. On va avoir une équipe qui est affectée à un projet. Donc, on peut être par équipe de 4, 5. Parfois, ça arrive d'être un binôme. Et on va avoir un chef de projet par équipe. Et ensuite, l'équipe d'architectes qui travaille sur le projet. Donc, moi, je fais partie de l'équipe d'architectes avec un chef de projet qui coordonne le travail. Et au quotidien, c'est quoi tes missions? Au quotidien, une mission concrète, on va dire, il y a beaucoup de modélisation. Donc, on va dire que le chef de projet, ça va être celui vraiment qui va prendre les grandes décisions finales, si je puis dire. On va recevoir un programme, comme je disais, on va l'analyser. Je vais peut-être commencer à regarder quelles sont les contraintes du plan local d'urbanisme de la ville dans laquelle le projet va s'insérer. Ensuite, je vais noter, OK, on a tel, nombre de mètres à ne pas dépasser pour notre bâtiment. On doit se placer à tel, nombre de mètres par rapport à la rue. Vraiment noter toutes les contraintes qui, nous font ensuite, dessiner le projet. Par la suite, bah, il y a la conception. On va prendre le programme, OK, si je prends je sais pas quel exemple je peux prendre. Si je prends un aéroport, par exemple, on va dire, OK, dans l'aéroport, on doit avoir tel espace de restauration, tel espace, tel espace, tel espace. Et ensuite, dans la conception, on va commencer à dessiner et voir à quel endroit est-ce qu'on place les espaces. Je pensais aux différents flux des voyageurs, etc. Et puis ensuite, ça va être réflexion, coordination avec les autres bureaux d'études, avec le client, plusieurs réunions qu'on fait au quotidien. C'est toujours en équipe qu'on les fait. Et ensuite, le chantier, arrive par la suite. Ça dépend. Parfois, les équipes changent au long du chantier. Si on est 4 ou 5 au début, à la fin, il peut en rester que 2 qui vont suivre le chantier parce qu'il y a pas besoin d'être nombreux pour faire le suivi du chantier. Et ça va être, par exemple, se rendre sur le terrain, chaque, semaine et s'assurer de la bonne, exécution des, ouvrages du chantier. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le nombre d'outils qu'il y a, l'architecte est obligé de savoir dessiner? Savoir dessiner dans le sens, à la main, tu veux dire? Oui. Oui, je pense quand même que c'est important. Je pense quand même que c'est important parce qu'au quotidien, on réfléchit plus vite à la main. Parfois, quand tu es sur l'ordinateur, tu es assez contraint, on va dire. Alors que tu prends ta feuille, tu mets un calque, tu prends tes feutres, hop, tu dessines, tu réfléchis hyper vite. Et puis ensuite, tu peux le mettre au propre, si je peux dire, à l'ordinateur quand tu as la solution qui est trouvée. Mais c'est pas tout le temps. Ça dépend des écoles. Je sais que j'ai des amis qui ne dessinent jamais à la main, qui font toutes leurs réflexions à l'ordinateur, mais moi, j'estime que c'est quand même important d'avoir ce côté, vraiment tu réfléchis le bâtiment à la main, tu réfléchis, les usages, les flux, les matériaux, les détails, enfin, voilà. Mais c'est vraiment en fonction de chacun, c'est des écoles différentes. OK. Et est-ce que vous travaillez sur plusieurs projets à la fois ou vous travaillez uniquement sur un projet et quand vous finissez, bah, vous passez à autre chose? Dans l'entreprise dans laquelle je suis, on va dire qu'on change souvent les équipes. Donc, bon, je dis un chiffre au hasard, si l'agence travaille actuellement sur, 6 projets, et qu'on a, je sais pas, 6 équipes de 5 à chaque fois. On a la première phase qui est la phase conception. Donc on va faire un premier rendu au client avec la phase conception. Et ça arrive qu'après ce premier rendu-là, on change les équipes. Donc moi, si je suis dans une équipe, par exemple, qui fait un hôpital et que je suis en phase de conception, on a rendu la phase conception, on va me changer d'équipe pour aller voir notre projet sur une autre phase. Ça permet d'apprendre en fait des différentes phases d'évolution d'un projet. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, en fonction des besoins, il y a des moments où on va avoir besoin d'avoir plus de monde sur une équipe,
moins de personnes et puis voilà, ça bouge en fonction, des phases du projet. Alors toi, tu trouves pas que c'est plus facile de suivre un projet de A à Z que de passer de projet en Mmh. projet ou tu estimes que, bon, c'est vrai que tu as parlé du côté apprentissage, Mmh. mais tu estimes que au-delà de ça, bah, c'est plus intéressant, c'est plus fun Mmh. et puis ça enlève le côté redondant de la chose. En fait, ça je pense que ça dépend aussi de là où tu te situes professionnellement. C'est-à-dire que moi, personnellement, donc j'ai été diplômée il y a 2 ans et je trouve ça hyper intéressant tout de suite de voir un peu de tout, de voir différentes phases, du projet un peu partout. À un moment donné, j'aimerais bien quand même suivre un projet de la conception, à la livraison du bâtiment. Mais il faut savoir qu'un projet, surtout dans l'agence dans laquelle je suis, où c'est des projets assez gros, d'une grande échelle, c'est voilà, un projet peut durer des années. Donc tu peux faire, des années sur un même projet, ne pas voir autre chose. Du coup, au bout d'un moment, ça peut devenir quand même un peu, redondant. Et après oui, ça reste important de pouvoir suivre les projets du début à la fin, mais au moins de temps en temps aller voir un peu, ce qui se passe, sur d'autres projets parce que c'est d'autres interlocuteurs, c'est d'autres bureaux d'études, d'autres contraintes, enfin voilà. Donc moi je trouve ça assez intéressant quand même d'avoir ce fonctionnement-là, qui permet vraiment de mixer un peu, d'apprendre, de différentes manières, par les différents projets. Ok. Et à part l'agence, est-ce que l'architecte peut travailler dans un autre type d'entreprise? Oui, comme je le disais, du coup, l'architecte, il est on a une formation, en fait, qui nous permet de voir beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'une qualité première pour moi, selon moi, d'un architecte, c'est qu'il doit être assez curieux de tout, enfin, vraiment de tous les domaines. Ce qui fait qu'un architecte peut, travailler en agence classique. Il peut travailler au niveau de la maîtrise d'ouvrage, donc au niveau du client, pour l'aider à définir les besoins en amont. Il peut travailler avec des collectivités aussi pour les aider dans l'élaboration de stratégies de la construction de leur ville au fil du temps. Il peut travailler dans une agence d'urbanisme aussi. Il y a des enfin, des entreprises d'ingénieurs qui embauchent aussi des architectes. Donc voilà, c'est pas forcément tout de suite aller en agence classique d'architecture. Ok. Là, tu as parlé un peu plus du rôle que vous avez quand vous êtes au bureau. Mhm. Mais lorsque un architecte il est sur un chantier, c'est quoi son rôle? Alors le rôle de l'architecte sur le chantier, ça va vraiment être, de coordonner, on va dire, le travail et de s'assurer que les ouvrages sont bien exécutés. De s'assurer par exemple que, je sais pas, il y a pas un mur de travers, il y a pas un carreau qui est mal placé, ce genre de choses-là et qui va faire des comptes rendus et qui va dire à l'entreprise qui construit, parce qu'il y a des entreprises de construction qui sont sur le terrain donc chaque jour, qui va leur dire: «OK, là j'ai relevé ça, 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 il faudra corriger ça». Il va s'assurer aussi du délai. Donc on a un délai pour le chantier et il va suivre un peu au fil du temps l'évolution, noter s'il y a du retard, on essaie de pas avoir de retard généralement, noter s'il y a du retard, et puis, faire part de tout ça aussi au fil du temps avec le client. Et à quelle fréquence un architecte doit aller sur enfin, sur un chantier? Ça dépend du chantier. C'est pas pareil si c'est une maison individuelle, si c'est un immeuble, si c'est un musée, enfin ça dépend quand même. Après généralement, 1 semaine, chaque semaine on va dire, pour avoir un bon suivi. En dehors des ingénieurs avec qui vous collaborez très souvent, quel autre corps de métier avec qui vous collaborez également? Alors donc, il y a des ingés, il y a également, les entreprises de construction comme je disais, qui sont ceux avec qui on discute, sur le chantier. Il y a également tout ce qui est ça peut être des collectivités aussi, si c'est des collectivités qui sont enfin qui mènent le projet, on va dire, plutôt qu'un client, particulier, donc des particuliers. Je suis sûre que j'en oublie plein, mais voilà, généralement on va dire que c'est ça. L'ingénieur, l'entreprise de construction et puis le client avec client de manière générale, que ce soit collectivité ou particulier ou autre. Et donc, c'est l'entreprise de construction qui va gérer en fait tout ce qui est électricien, peintre, maçon, toutes les autres personnes qui interviennent sur le chantier. Hem, L'architecte s'assure quand même de la bonne tenue de tout ça. Donc, si, quand on se rend sur le chantier pendant nos visites, on va regarder, également tous ces petits détails d'électricité, de CVC et cetera. Donc, en amont, on va dire avant que le chantier débute, on a ce qu'on appelle la phase de consultation des entreprises.
Donc c'est une phase où on va recevoir des offres de différentes entreprises dans différents domaines. On a tout ce qui est gros œuvres, donc gros œuvres, ça va être les murs porteurs, et cetera. On va avoir justement les revêtements de sol, revêtements de plafond, de murs, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est peinture, carrelage qui viennent se poser sur le gros œuvre. On va avoir aussi électricité. Enfin voilà, il y a différentes entreprises qui vont nous envoyer des offres, on va les analyser. Ensuite, on va accompagner le client dans le choix de l'entreprise qu'il choisit pour construire. Et sur le chantier, oui, on s'assure que toutes ces entreprises-là font bien, en tout cas en bonne tenue, les travaux demandés. Et si le chantier a du retard, ça apporte des coûts plus à l'entreprise de construction ou à l'agence d'architecture? À tous. Quand il y a du retard, c'est à tous parce qu'il peut y avoir des pénalités de retard qui sont appliquées par le client. Ok. Donc voilà, ça enlève une partie de ce qu'on est censé recevoir comme rétribution. Est-ce que c'est plus facile de travailler sur un nouveau projet ou c'est plus facile de travailler sur un projet de rénovation? Donc il y a pas vraiment de facilité dans un projet plus qu'un autre. C'est réellement, on va dire, la spécificité, les spécialisations de chaque architecte. Donc la notion de facilité, c'est assez compliqué comme question en fait à répondre. Il y en a qui trouvent ça plus facile de faire de la réhabilitation parce qu'ils estiment que le bâtiment est déjà fait. Ils vont réfléchir juste à l'enveloppe, par exemple, par-dessus. Mais en même temps, c'est aussi complexe parce que la réhabilitation, tu dois réfléchir, bah, si le bâtiment est déjà fait, tu as une épaisseur des fenêtres. En fait, c'est assez technique, on va dire. Et travailler sur un nouveau projet, c'est aussi d'autres enjeux parce que dès le départ, tu dois intégrer, comme je disais, toutes les contraintes qui s'affairent au terrain, qui s'affairent au projet. Donc rien n'est facile. Les 2 sont pas, enfin, on va dire que les 2 ont leur pour et leur contre, mais on fait avec. Et pour toi, c'est quoi la partie la plus passionnante de ton métier? Je pense que la partie la plus passionnante de mon métier, c'est, bon, encore une fois, désolée, je le ramène toujours, mais la question de l'échelle. C'est vraiment parce que donc dans mon association, par exemple, on a livré un premier projet en Côte d'Ivoire et la satisfaction, c'est de voir les usagers utiliser le bâtiment après. Donc là, en l'occurrence, c'était une bibliothèque. Donc le fait de voir ensuite les lieux utilisés par les enfants, c'était une grande satisfaction pour moi. Après, il y a également au quotidien la partie conception. Donc vraiment le moment où tu te mets dans ok, la résolution d'un problème parce que limite c'est un peu comme résoudre un problème finalement parce que t'as le site, t'as ton terrain, tu sais que tu dois pas dépasser tel nombre de mètres, tu dois mettre tel nombre de mètres carrés pour un usage et ensuite c'est un peu comme un Tetris, tu dois vraiment réfléchir à comment faire pour que tous les usages et toutes les contraintes qui s'affèrent au site soient respectées. Donc c'est vraiment cette partie réflexion, résolution de problèmes, on va dire, que j'ai. Et au quotidien, c'est quoi comme outil que tu utilises? Au quotidien, les outils que j'utilise, ça va être beaucoup en fait les logiciels de modélisation 3D. Ça peut être Revit, principalement Revit, en tout cas dans l'entreprise où je suis. Après, il y a aussi Archicad et tout ce qui est logiciel au niveau rendu de 3D également, donc SketchUp, ça peut être Blender, enfin ce genre de logiciel-là. La maquette, il y a des entreprises enfin, en tout cas des architectes au quotidien qui emploient cet outil-là. Moi, c'est pas forcément mon cas, mais il y a des agences où au quotidien, ils produisent de la maquette physique, donc avec des cutters, des cartons, etc. Et un autre outil que j'utilise, bah, ma main, parce que du coup, je dessine. Je dessine quand je réfléchis avec un crayon, un feutre, aux différents espaces. Ok. Et j'ai vu quelque part aussi que sur un chantier, il y a différents codes couleurs. Est-ce que ça vous permet, vous, de travailler ou c'est vraiment au niveau de l'entreprise de construction? Les codes couleurs, par exemple au niveau des plans, tu veux dire? Oui. En fait, les codes couleurs, ça va être plutôt, oui, pour différencier, par exemple, comme je disais, le gros œuvre, donc par exemple les murs, porteurs, et cetera. Différencier, les menuiseries, différencier, les cloisons. Donc c'est vraiment juste pour, on va dire pour se repérer facilement sur les différents ouvrages, du bâtiment.
mais sur le chantier en lui-même, il n'y a pas vraiment de code couleur qui est appliqué. C'est vraiment dans la communication interne avec les entreprises. On met des couleurs pour que chacun puisse se repérer peut-être sur les différents ouvrages à faire. Et est-ce que l'architecte, il a des horaires classiques comme une personne qui fait du 9h, 17h, Ouais. 18h, ou il a des horaires assez particuliers avec des week-ends en plus ou en moins, ou des jours fériés en plus ou en moins? Cette question très pertinente dans le métier d'architecture parce que, on va dire c'est un métier qui est assez prenant quand même. Donc techniquement, on a des horaires classiques, c'est-à-dire qu'on va signer un contrat, ça dépend des entreprises, il y en a qui sont 35 heures, d'autres 37, d'autres 39, mais tu as quand même des horaires précis. Donc, par exemple, je fais du 9h30, 18h30 ou 19h30, 18h. Et par contre, dans la pratique, souvent quand même, on reste plus tard que ce qui est écrit, en fonction des phases. Donc par exemple, si, on est dans un moment de rendu, on sait que dans une semaine, on doit rendre le projet et qu'il y a encore beaucoup de documents à produire, bah, forcément, ça arrive de rester tard. Ça m'est déjà arrivé de rester jusqu'à des 22h au travail, plusieurs fois d'affilée, mais on va dire que c'est quelque chose, de plus en plus qu'on essaye d'éviter. Donc c'est un terme qui a un nom dans le domaine de l'architecture, c'est la charrette. Donc en fait, quand un architecte dit je suis charrette, ça veut dire que j'ai trop de projets, je termine hyper tard, je travaille très tard, je suis surmenée quoi. Et c'est un terme qu'on retrouve déjà en études d'architecture. Parce que pareil, les études d'archi, c'est assez très exigeant et assez prenant aussi. Donc on va dire que de plus en plus, c'est un terme qui c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter, on va dire. On essaye de faire comprendre, surtout avec les nouvelles générations, on essaye de faire comprendre que c'est pas normal d'être charrette. Enfin, voilà, on a tous une vie en dehors du travail. Mais voilà, faut être conscient aussi qu'il y a des périodes où bah, il y a plus de travail que d'autres. Donc, des fois, t'as pas le choix que de rester un peu plus tard pour finir ton projet et le livrer. Et est-ce que c'est uniquement rester plus tard ou ça agit souvent sur le week-end? Parce que moi, mon père, il travaille dans une entreprise de construction et je sais que souvent les dimanches, on faisait des tours sur les chantiers pour qu'ils Mm. puissent vérifier les chantiers, souvent les dimanches ou les samedis quand on promenait. Est-ce que ça arrive aux architectes de devoir faire un tour au bureau rapidement, un tour sur un chantier rapidement Ça le arrive. week-end ou les jours fériés? Ça arrive, ça arrive. Ça arrive parce que, bah, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, si tu as un rendu dans, bon, allez, je vais dire 2 semaines, dans 2 semaines, et que tu sais qu'il y a vraiment beaucoup de travail encore à produire, bah, le week-end, tu viens au bureau. Le week-end, tu viens au bureau, tu travailles. Après, souvent, c'est des jours de récupération derrière qui sont récupérés. Donc, tu notes quand même que tu as travaillé tel samedi, et puis ensuite, tu vois avec l'administration, et ils te disent, OK, tu peux prendre telle journée en plus pour te reposer, voilà. Mais ça arrive. Après, le dimanche, on essaye. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, ça m'est jamais arrivé de travailler le dimanche. Ça m'est arrivé de travailler des samedis. Si vous avez un client qui vient vous proposer un projet, c'est à vous de vous adapter au budget qu'il vous présente ou c'est à vous qui lui proposez des budgets. C'est à nous de s'adapter au budget que le client propose. Ok. Donc, après, on a aussi un rôle de conseil. C'est-à-dire que si le budget est totalement. Enfin, il n'est pas du tout cohérent avec ce qu'il nous demande, évidemment, on va aussi en parler. Et ensuite, c'est une discussion et on réajuste. Mais on s'adapte, nous, au budget que le client fixe. Ça fait partie des contraintes quand on commence à réfléchir sur un projet. Et est-ce que c'est un boulot stressant? Heu, je pense qu'il devient stressant quand on se met trop de pression. Mais ça, encore une fois, c'est chacun. Il y a des personnes qui sont stressées par le travail, d'autres non, parce qu'ils se mettent tout seuls une pression énorme, alors que, bon, on va pas se rendre malade pour un projet, quoi. C'est voilà, même s'il y a un peu de retard, voilà, c'est pas grave, on repousse à une journée. Mais ça dépend des agences, je pense aussi. Moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise où c'est très bienveillant et ils évitent vraiment de donner du stress, de communiquer du stress, etc. C'est vrai qu'il y a des agences qui sont un peu moins, on va dire, cool sur ça et qui te font clairement comprendre que bah, tu dois rendre ça pour demain, même si tu dois pas dormir, tu dors pas, tu rends. Après, je pense que c'est à chacun aussi d'imposer ses limites et de dire bah non, je vais pas me rendre malade pour un projet, et puis voilà. Donc en termes de matériaux, est-ce que c'est l'architecte qui choisit quels matériaux il faut utiliser en fait sur un chantier ou c'est l'agence, enfin par exemple l'agence, on va dire à ça
à sa signature ou à sa DA et donc elle impose certains matériaux pour qu'on puisse reconnaître en fait sa signature quoi. C'est assez rare que la DA des agences se font sur sur le matériau en lui-même. Généralement, c'est plutôt sur la manière de concevoir le projet, donc la manière de dessiner le projet. Et le choix des matériaux, c'est plutôt l'architecte qui va proposer un certain type de matériaux. Et ensuite, il va chercher des entreprises qui peuvent travailler avec ce matériau-là. Et puis toujours, comme je disais, avec le regard de l'ingénieur qui va valider si oui ou non c'est cohérent d'utiliser tel matériau à tel endroit. Et en dehors du fait d'aller sur des chantiers, est-ce que vous êtes amené à beaucoup vous déplacer pour aller voir un client ou bien, je sais pas? Oui, ça arrive souvent. Par exemple, pour aller rencontrer... Enfin, là, je vais prendre un exemple sur un projet sur lequel j'étais, où je devais aller en mairie. Bah, déjà, il y a le fait d'aller en mairie pour déposer un permis de construire. Même si ça se fait de moins en moins, c'est maintenant dématérialisé, on le fait en ligne. Mais il y a encore quelques endroits où il faut aller en mairie, imprimer les plans, les différents documents, et le faire signer en main propre, etc. Donc oui, tu peux aller rencontrer bah, le client pour faire signer les documents. Ensuite, tu vas en mairie pour déposer, pour faire signer. Il y a également les oraux lors des concours. Donc parfois, en fait, on va avoir... imaginons que toi, tu as un projet d'immeuble que tu veux faire construire. Tu vas lancer un appel d'offres. Il y a plusieurs architectes qui vont répondre et qui vont te proposer des plans par rapport aux contraintes que tu as dit. OK, j'ai tel budget, je vais avoir tel nombre de logements dans mon immeuble, etc. Chaque agence d'architecture va proposer une solution pour ton projet. Et ensuite, il y aura un oral que tu vas faire avec les agences d'architecture pour qu'ils t'expliquent un peu le concept, qu'ils t'expliquent le projet, et derrière, tu fais ton choix. Donc ça, par exemple, c'est d'autres rencontres qui se font en présentiel avec, avec d'autres interlocuteurs. Ok. Et est-ce que toi, tu as un certain style dans tes propositions? Est-ce que tu as une marque ou enfin voilà. Je dirais que, bon, déjà, on va dire, la marque que je pourrais avoir, c'est forcément uniquement avec mon association, puisque là, l'entreprise dans laquelle je suis, c'est la marque de l'entreprise. Ok. Et sinon, moi, je pense que ce que je mets en avant, c'est plutôt la cohérence de ce qu'on propose avec le lieu dans lequel on construit. Donc moi, ça va beaucoup axer sur tout ce qui est compréhension de l'usager et également compréhension de l'environnement. Donc le matériau choisi doit être en cohérence avec le lieu où on construit. Si je construis dans un endroit où il y a enfin, où tout autour, il y a plein de terre disponible pour construire, je vais faire de la terre. S'il y a du bambou qui est disponible, je vais proposer plutôt quelque chose en bambou. Voilà, donc pour moi, on va dire que la patte que j'essaie d'amener, c'est vraiment, en tout cas, l'accent sur lequel je mets dans mes projets, c'est vraiment le fait de comprendre, en fait, les enjeux de ton site et comprendre comment faire le site vraiment ancré dans son contexte. Est-ce que toi, tu dirais aujourd'hui que les études d'architecture sont très sélectives? À l'entrée, Oui. je dirais pas que les études d'archi sont très sélectives. Par contre, la sélection elle se fait naturellement pendant les études. À l'entrée, ça peut être vraiment... Souvent, dans l'imaginaire des gens, il faut forcément avoir fait un bac S, enfin, très scientifique, etc., pour intégrer une école d'archi. C'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des bacs L, ES, enfin, vraiment qui viennent d'univers hyper variés. Mais ce qui est exigeant, c'est plus, en fait, tu te rends compte de la différence entre le lycée et les études d'archi. En sachant que, bon, quand t'es au lycée, tu apprends, voilà, tu vas en cours, tu apprends, tu rentres chez toi, tu révises, t'as des examens, t'as enfin, des devoirs de temps en temps à rendre. En école d'architecture, tu arrives, chaque semaine, t'as des rendus. Tu dois produire des maquettes, tu dois faire un projet que tu dois présenter devant des personnes. Donc, tu vas afficher ton projet sur un mur, tu vas te tenir debout devant le mur, et puis tout le monde, voilà, tu présentes vraiment le projet. Les profs te font un retour. Et c'est vraiment pas du tout le même système. Et souvent, on va dire qu'il y a des profs qui sont peut-être très exigeants, surtout lors des premières années, où ils peuvent avoir des mots assez durs. Ça peut arriver, enfin, tu peux présenter ton projet et ton prof va te dire, ça me rappelle une fille, on l'a plus jamais revue après, la pauvre, mais elle est arrivée à la présenter son projet.
la prof lui a dit c'est de la merde. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Bah si, t'as le droit de dire En ce tout que cas, tu veux. enfin, la prof vraiment lui a dit ton projet c'est de la merde. Et vraiment, c'est quelque chose qui peut arriver. Les profs peuvent vraiment, sont très crus. Et on va dire que c'est parfois question non seulement de charge de travail, et aussi enfin, mental. C'est pas forcément évident en fonction de chacun aussi, d'arriver à venir pitcher son projet devant plusieurs personnes, convaincre aussi. Donc c'est plutôt ça qui est exigeant. C'est les études même qui sont exigeantes plutôt que vraiment la sélection à l'entrée. Et est-ce que toi, tu dirais que, enfin là, par exemple, la prof qui a dit c'est de la merde, est-ce que tu penses que ça dépend réellement de, enfin, parce que c'était nul réellement, ou ça dépend seulement, enfin, de l'œil du prof, et que si ça rentre pas, en fait, dans ce qu'il attend, je dis n'importe quoi, si toi, par exemple, tu as un style qui sort un peu des cases et tout, c'est un peu difficile de pouvoir, en fait, faire des études parce que il faut rentrer réellement dans les cases des professeurs. Je pense que c'est quelque chose qui dépend beaucoup des profs. Parce que on a chacun notre sensibilité, chacun un type d'architecture qu'on aime, chacun des choses qu'on met plus en avant que d'autres. Et c'est pour ça que c'est assez... c'est pas évident parce que d'un prof à l'autre, tu peux tomber dans un groupe de projet avec un prof où le prof est totalement en accord avec ta manière de voir l'architecture. Dans un autre groupe, par exemple, où le prof, par contre, il est pas du tout en phase avec la manière dont tu vois les choses. Et avec tel prof, t'aurais eu 15, avec tel prof, t'aurais eu 8. Donc ça dépend vraiment de la personne avec qui tu te retrouves en face. Et même au-delà de ça, moi, j'estime en tout cas que, enfin, cette prof, par exemple, qui avait dit à cet étudiant qui a aussi de la merde ton projet, en tant que prof, j'estime que t'es là pour apprendre, en fait. Enfin, Ouais. pour Pour justement, communiquer ton savoir. c'est ça, pour communiquer ton savoir. Et c'est normal qu'en première année, on ne sache pas forcément faire un projet qui soit qualitatif. Enfin, on n'a jamais fait ça. On a appris des maths, de la philo, etc. au lycée. Donc c'est aussi, je pense, une, euh, une sensibilité, une compréhension à avoir que du fait que bah, on est en apprentissage en fait. Donc faut juste savoir être indulgent et apprendre les choses au fil du temps aux élèves. Exactement. Pour toi, c'est quoi le plus gros défi d'un débutant dans ce domaine? Le plus gros défi d'un débutant, je pense que c'est vraiment l'aspect communication. C'est quelque chose qu'on met beaucoup de côté, mais faut savoir, en fait, faut savoir un peu vendre son projet, clairement. Faut savoir expliquer clairement ses idées, expliquer pourquoi tu as fait le concept, pourquoi est-ce que c'est intéressant. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend en tout cas avant d'arriver en études d'architecture. Et même à la fin des études, il y en a qui ont pas forcément encore maîtrisé, mais c'est quelque chose qui s'apprend au fil du métier finalement. Et oui, c'est quelque chose, je pense, qui est assez important d'apprendre à savoir communiquer autour de son projet. Est-ce que tu dirais qu'un bon architecte, il a besoin d'apprendre, de savoir parler plusieurs langues? Non, pour moi, non, C'est pas parce que nécessaire. c'est pas nécessaire, parce que ça dépend. Si tu veux travailler que en France et que tu prends que des clients en France, bah, tu peux très bien t'en sortir. Il y a des architectes qui parlent pas du tout anglais, espagnol. Enfin, voilà. C'est pas... Évidemment, c'est une qualité en plus, bien sûr, mais c'est pas un prérequis pour être un bon architecte. Et pour toi, c'est quoi les compétences techniques qui sont le plus recherchées aujourd'hui dans ce domaine? Les compétences techniques, aujourd'hui sur le marché du travail, je dirais que c'est vraiment la maîtrise des logiciels. La maîtrise des logiciels de rendu, de modélisation. Parce que c'est notre outil principal au quotidien, en fait. C'est notre outil principal. Donc ça, c'est vraiment la qualité première, en tout cas juste niveau technique, on parle, sur le marché du travail. Après, parfois, mais de moins en moins quand même, le fait de savoir faire de la maquette physique. Et aussi avoir une compréhension structurelle de ce que tu fais. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, le fait d'avoir un double cursus architecte-ingénieur, parce que pour le coup, bah, tu as vraiment la compréhension de ce que tu fais et ça se voit après quand tu postules dans les agences, dans ton portfolio. Tu vas mettre des choses un peu plus techniques au niveau du détail de la coupe de ton sol à ton bâtiment, etc. Ça se voit quand tu comprends les choses en fait. Et ça aussi, c'est assez recherché. Ok. Et pour toi, est-ce que le métier d'architecte, c'est un métier qui rémunère bien? Et bon, le bien, bah, Mhm.
Bien sûr que en fonction de chaque personne, il peut changer. Mais en fait, combien un architecte débutant, par exemple, il peut toucher? Hem, je pense que la question du salaire au niveau des architectes, elle varie énormément et je pense que dans l'imaginaire collectif, les gens doivent se dire qu'un architecte, gagne hyper bien sa vie. Dans les faits, c'est pas forcément le cas, on va dire. Parce que souvent, on va dire, c'est des architectes qui sont installés depuis des années, voilà, qui ont 20 ans d'expérience, qui ont beaucoup de projets et cetera, qui gagnent très, très bien leur vie. Après, en sortie d'école, c'est, on va dire approximativement autour de 2 000 € peut-être. Mais ça dépend des agences. Il y a des agences qui vont payer beaucoup moins, d'autres qui vont valoriser beaucoup plus. Et encore une fois, ça va dépendre aussi de tes expériences, du nombre de stages que tu as fait avant. Donc un débutant qui sort d'école avec 6 mois de stage, ce sera pas pareil qu'un débutant qui sort d'école avec 3 mois de stage. Enfin, ça dépend vraiment. Mais de manière générale, je pense que c'est moins que ce que l'opinion publique pense. Est-ce qu'en dehors du salaire, vous avez des primes ou des rémunérations exceptionnelles? Oui, ça arrive, mais ça dépend des entreprises. Donc il y a des entreprises qui vont avoir des primes, exceptionnelles, des primes d'intéressement. On va avoir les tickets resto, mais c'est pas partout. En fonction des entreprises, tu as, des avantages, des primes ou non. Mais, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Parce que si c'est souvent les agences d'architecture, en tout cas à Paris, il y en a beaucoup, ça va être un effectif de, par exemple, 10 personnes, ça tourne à peu près autour de ce nombre-là. Et il y a des entreprises où si vous êtes, une centaine par exemple, c'est pas les mêmes, avantages que tu peux avoir. OK. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, surtout avec l'IA, qu'est-ce que tu penses que ça apporte à ton métier ou ça a comme inconvénient? Alors l'IA, moi je pense que c'est vraiment un outil qui doit vraiment être utilisé par les architectes. Il y en Ça c'est mon avis personnel, il y a beaucoup d'archis qui sont contre l'IA, voilà, on veut pas du tout l'utiliser et cetera. Moi je trouve que c'est un outil formidable parce que ça permet vraiment, parfois de gagner du temps. Ça t'accompagne en fait, c'est pas quelque chose qui peut remplacer la touche humaine que tu apportes, la compréhension des usagers et cetera. C'est toujours l'architecte en soi qui l'a, mais par contre ça peut t'accompagner dans, que ce soit la production de vues 3D juste rapides pour expliquer une idée. Ça peut t'accompagner dans la réflexion sur les contraintes, comme je disais tout à l'heure, l'analyse d'un PLU, donc le plan local d'urbanisme d'une ville. L'IA peut t'aider à faire ça. Donc c'est vraiment un outil qui est intéressant. Après, je pense que un peu comme dans tout domaine, faut savoir l'utiliser correctement. C'est-à-dire que si tu te contentes de juste de ce que l'IA va te donner comme information, l'IA peut aussi se tromper. Et Oui. parfois, il faut aller plus loin. Parfois, il faut toi-même aller pêcher aussi les informations et les compléter. Et même au niveau des vues 3D, généralement, ça se voit quand c'est une IA qui a fait une vue 3D et quand c'est vraiment un perspectiviste qui a travaillé sur une vue. Donc voilà, pour moi, c'est un outil à utiliser, auquel il faut vraiment s'approprier. Par contre, c'est quelque chose à faire, voilà, en parcimonie, quoi. C'est pas, quelque chose qui doit remplacer toi, ton travail au quotidien. OK. Et là, tu as parlé un peu de bambou dans l'une des réponses que je t'ai données. Et en fait, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les matériaux traditionnels ont leur place dans l'architecture? Totalement. Totalement parce que, l'architecte, on va dire que en vrai, on n'invente rien. L'architecte n'invente rien. Il va se servir surtout, en fait, de ce qui était déjà fait avant, il va apprendre des techniques anciennes, peut-être pour les réamener d'une autre manière. Et ça dépend des territoires, ça dépend du contexte. Par exemple, si tu es en pleine zone urbaine, plein milieu d'une ville, c'est pas forcément évident d'utiliser, tel matériau, naturel. Par contre, si tu es dans un territoire un peu plus reculé, si tu es en campagne, où tu as plus de matériaux, par exemple, si tu as des carrières à côté pour avoir de la pierre, c'est toujours hyper intéressant. Donc c'est un peu une analyse à faire en fonction de là où tu te trouves. Mais pour moi, c'est les matériaux durables, justement, les matériaux naturels, ils doivent en fait revenir, ils doivent vraiment reprendre leur place dans notre manière de vivre parce que c'est ce qui nous permet de vivre correctement, vivre dans des bâtiments je prends l'exemple moi de la canicule, dans des bâtiments en terre avec une forte inertie, donc avec une grosse épaisseur de mur.
c'est pas du tout le même ressenti que dans un bâtiment béton avec petit épaisseur, voilà, t'as beaucoup plus chaud là-bas, dans un bâtiment en terre, t'es au frais, etc. Donc, c'est un exemple pour expliquer pourquoi est-ce que ces matériaux ont leur importance aujourd'hui et doivent en fait reprendre leur place dans notre manière de concevoir. OK. Et là, tout à l'heure, tu parlais de ton association. Tu es dans une association. C'est quoi l'objectif de cette association? Alors, l'association, donc, c'est Développement architectural communautaire, DAC, qui est une asso que j'ai fondée en 2020 quand j'étais en licence 3 d'architecture. Et l'objectif, c'est d'accompagner des associations locales dans la création de leurs projets. Donc, ça va être eux qui vont identifier un besoin sur site. Par exemple, un village où il manque une école, où il manque une bibliothèque, une infirmerie. Et ensuite, ils vont venir vers nous et donc nous, on va les accompagner dans le projet architectural et produire des réponses, comme je disais tout à l'heure, qui sont vraiment ancrées dans le site, qui prennent en compte les différentes contraintes sociologiques, surtout environnementales, pour poser des solutions qui mettent en avant nos matériaux locaux. Et j'ai pas précisé, je crois, c'est une asso qui œuvre en Afrique. Donc, on travaille plutôt actuellement plutôt en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire et Bénin. Et on s'est aussi mis cette mission de vulgariser l'architecture sur les territoires africains au grand public et l'architecture durable aussi, donc expliquer pourquoi est-ce que c'est important justement de construire en terre, de construire avec du bambou, voilà. C'est une mission également qu'on s'est attribuée parce que ici en France, en tout cas dans les écoles d'architecture, du constat qu'on s'est fait, l'architecture sur les territoires africains est très peu abordée. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de travailler. On n'a pas l'habitude d'avoir des exemples de modèles d'architectes qui ont travaillé sur les territoires africains. Donc c'est quelque chose qu'on essaie aussi de faire avec nos réseaux sociaux, de parler de différents architectes qui travaillent sur le territoire, de différents matériaux, etc. Et comment vous financez vos différents projets? Alors, concernant le financement, ça dépend des projets. On va dire que pour l'instant, on a un seul projet qui a été fait dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Kombala. C'était une réhabilitation de salle de classe en bibliothèque. Et pour ce projet-là, c'est l'association partenaire qui a financé. Donc eux, ils avaient déjà en fait été financés par le passé par c'était la ville de Genève qui a financé parce que c'est une asso qui est basée à Genève. Et donc c'était assez facile, assez rapide d'avoir des subventions de leur part. Par contre, sur d'autres projets, c'est plus délicat parce que l'association, notre asso pour l'instant, on n'a pas encore eu de subvention. Donc pour débloquer les premières subventions, c'est un pas à faire, un cap à passer pour faciliter les étapes après. Et on travaille avec des assos, notamment un projet qu'on a actuellement au Bénin, d'une bibliothèque. Une asso, pareil, c'est leur premier projet et ils recherchent des subventions. Donc on essaye d'accompagner quand même les assos partenaires dans cette recherche de subventions, mais c'est plutôt quand même elles qui sont porteurs de la partie financière du projet. Et comment tu arrives à piloter le projet à distance? Alors, pour piloter le projet à distance, on va beaucoup s'appuyer sur l'asso local. Donc, on va leur demander de nous envoyer plein de photos, de vidéos du lieu, également du village. Parce que, pourquoi je dis village? Parce qu'on intervient dans les zones rurales, pas dans les villes. Donc, on va leur demander des informations, enfin des photos, des vidéos, des témoignages de plusieurs personnes sur place et sur des architectes locaux également. Donc, en amont, on va dire, du projet, on a les informations données par l'asso local. On va commencer à faire la conception. Au moment du chantier, vu qu'on n'est pas sur place, on va faire appel à des architectes locaux qui, eux, vont suivre le chantier sur place. Si aujourd'hui tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui était plus jeune, tu aurais dit quoi? Quelqu'un qui est plus jeune, qui souhaiterait devenir architecte plus tard. Oui. Je pense que le conseil premier, ça serait vraiment de faire preuve de curiosité, d'être curieux de tout. Parce que un bon architecte, c'est vraiment quelqu'un qui sait en fait regarder partout et pas que être figé dans le domaine de l'architecture pure. Il doit être intéressé par la sociologie, par la géographie, par l'histoire, par vraiment plein de choses. Et donc vraiment avoir une culture générale assez importante, on va dire. Donc ça serait mon conseil premier, être curieux. Je dirais aussi voyager. Voyager pour voir qu'est-ce qui se fait dans d'autres endroits. Pas forcément. Bon, ça dépend des moyens de chacun, mais ça peut même être d'une ville à l'autre. D'une ville à l'autre, les choses ne sont pas pareilles. Donc, voyager, découvrir comment est-ce qu'une ville est construite, découvrir différents bâtiments.
Et puis, je dirais aussi garder en tête le fait qu'un architecte construit, pour un usager. On construit pas, quelque chose, pour nous, voilà. L'architecte est au service, du client, l'architecte est au service des usagers qui vont, utiliser son bâtiment après. Donc c'est vraiment quelque chose à garder en tête, tout au long de notre carrière. Et au début, tu disais ce qui t'a donné l'amour de l'architecture, c'est le fait que tu sois venu en France quand tu étais plus jeune et que tu as vu en fait les grands bâtiments qu'il y avait ici, qu'il n'y avait pas forcément enfin, en Côte d'Ivoire, dans ton pays, et qui t'a donné cette envie de te lancer dans l'architecture. Est-ce qu'il y a un retour en Côte d'Ivoire qui serait possible dans les futures années? Bien sûr. Moi, c'est clair. C'est clair qu'il y a un retour qui est prévu. Maintenant, pour l'instant, enfin, déjà, j'estime que le retour n'est pas forcément tout de suite géographique. C'est-à-dire que le fait de fonder cette association, c'est un peu aussi une forme de retour. Parce qu'en soi, certes, on n'est pas sur place même, mais on aborde des thématiques qui touchent nos propres territoires. Et le retour est prévu, mais j'estime qu'il y a quand même, donc là, comme je disais, j'étais diplômée il y a seulement 2 ans. J'aimerais quand même avoir plus d'expérience professionnelle ici avant de rentrer et enfin cette expérience professionnelle que je fais ici parallèlement là-bas avec mes projets avec l'association du coup avant de rentrer mais c'est clairement quelque chose que j'envisage parce que j'estime qu'il y a énormément en fait de possibilités, il y a énormément de choses encore sur lesquelles on peut travailler avec les personnes locales, etc., à mettre en place. Et c'est important d'avoir à cœur ses racines. Donc, oui, c'est fait. Est-ce que tu as un mot de fin? Mon mot de fin, je dirais peut-être aux personnes qui nous regardent, ça serait vraiment de faire quelque chose qui vous plaît, en fait. Surtout si vous voulez faire de l'architecture. C'est un métier passionnant, mais comme je disais, exigeant. Donc, il faut faire quelque chose par envie. Donc, si tu es passionné par l'architecture, fonce, vas-y. Si on te met dans des études qui ne sont pas, voilà, tu les fais juste pour l'argent par exemple, et que tu as envie de faire autre chose, moi je dirais, va dans ce que tu as envie de faire parce que c'est quelque chose que tu vas faire toute ta vie en fait. Donc voilà, c'est mon conseil. En tout cas, je te remercie déjà pour ta présence et puis pour cette discussion. J'ai beaucoup appris. Tu étais très éloquente, Ah, comme on me merci à disait tout toi. à l'heure, on en fait trop. En tout cas, franchement, merci pour ta présence et Merci. c'était une très belle discussion. Merci à toi et merci pour ce que vous faites. C'est hyper important de montrer plusieurs profils comme ça aux jeunes et apprendre en fait différents métiers pour choisir enfin, pour pouvoir s'orienter plus tard. On essaie de contribuer à notre niveau.